21. Négocier en avançant. La stratégie de la guerre diplomatique. Les hommes essayeront toujours d'obtenir par la négociation ce qu'ils seraient incapables d'avoir par le combat ou la confrontation directe. Ils invoqueront l'équité, la morale, pour se couvrir en avançant leurs pions. Ne vous laissez pas piéger. La négociation reste une manœuvre de pouvoir, un investissement politique. Vous devez rester en position de force afin que la partie adverse ne puisse profiter des pourparlers pour se jouer de vous. Avant et pendant les négociations, continuez à faire progresser vos pions, afin que votre opposant reste sous pression et soit obligé d'accepter vos conditions. En obtenant beaucoup de votre adversaire, vous pourrez vous permettre quelques concessions sans importance. Construisez-vous la réputation de quelqu'un de dur et de ferme, afin que les autres s'inquiètent avant même de vous rencontrer. La guerre par d'autres moyens. Lorsque Sparte finit par vaincre Athènes pendant la guerre du Péloponnèse en 404 avant Jésus-Christ, ce fut le début d'une période de lent déclin pour la grande cité-État. Au cours des décennies suivantes, de nombreux citoyens, et notamment Démosthène, grand orateur, se prirent à rêver d'un renouveau d'Athènes la Grande. En 359 avant Jésus-Christ, Perdiccas, roi de Macédoine, fut tué sur le champ de bataille. Sa succession fit l'objet d'une lutte de pouvoir. Pour Athènes, la Macédoine était une terre barbare du nord, n'ayant d'importance que par la proximité d'avant-postes athéniens qui permettaient de sécuriser les routes d'approvisionnement de blé d'Asie et les mines d'or locales. Amphipolis était l'un de ces avant-postes. Ancienne colonie athénienne, elle était passée aux mains des Macédoniens. Les politiciens d'Athènes émirent l'idée de soutenir l'un des prétendants au trône de Macédoine, un certain Argus, par des navires et des soldats. S'il gagnait, il serait redevable à Athènes et lui rendrait l'importante ville d'Amphipolis. Hélas, les Athéniens avaient parié sur le mauvais cheval. Philippe, âgé de 24 ans et frère de Perdiccas, vainquit Argus sans mal et devint roi. Mais à la surprise d'Athènes, Philippe ne profita pas de cet avantage, et au contraire fit marche arrière, renonçant à toute prétention sur Amphipolis, à qui il rendit son indépendance. Il relâcha sans rançon les soldats athéniens capturés lors de la bataille. Il alla même jusqu'à évoquer l'idée d'une alliance avec Athènes, ennemi pourtant récent. Lors de négociations secrètes, il proposa enfin de reconquérir Amphipolis dans quelques années et de la remettre à Athènes, en échange d'une autre cité qui était encore sous contrôle athénien. L'offre était trop alléchante pour être refusée. Les délégués athéniens rapportèrent que Philippe était d'un naturel aimable et que sous ses dehors un peu brutaux, il ne cachait pas son admiration pour la culture athénienne. D'ailleurs, il avait invité les plus grands philosophes et artistes athéniens à résider dans sa capitale. En un claquement de doigts, les Athéniens avaient apparemment gagné un allié important au nord. Philippe envoya des troupes combattre des tribus barbares à d'autres frontières, et la paix fut rétablie entre les deux États. Quelques années plus tard, alors qu'Athènes était tourmentée par des luttes de pouvoir intestines, Philippe marcha sur Amphipolis et la reprit. Conformément à leurs accords, les Athéniens envoyèrent des délégations pour négocier. Ils constatèrent à leur grande surprise que Philippe ne leur rendit pas du tout la ville et qu'il se contenta de vagues promesses. Distraits par leurs querelles internes, les envoyés n'eurent d'autre choix que d'accepter. Ayant mis la main sur Amphipolis, Philippe avait un accès illimité aux mines d'or et aux riches forêts de la région. Les Athéniens avaient été joués depuis le début. Démosthène choisit ce moment pour élever la voix et vitupérer contre ce fourbe de Philippe. Il souligna la menace qu'il représentait pour toute la Grèce. L'orateur poussa les Athéniens à lever rapidement une armée pour aller à la rencontre du traître et rappela leur victoire passée contre d'autres tyrans.
Finalement, rien ne se passa, mais quelques années plus tard, lorsque Philippe manœuvra pour prendre le passage des Thermopyles, route étroite qui reliait le centre au sud de la Grèce, Athènes finit par envoyer une armée pour défendre le passage. Philippe battit en retraite, et les Athéniens se congratulèrent de cette victoire facile. Les années suivantes, ils virent, non sans inquiétude, que Philippe étendait ses terres au nord, à l'est et au centre de la Grèce. En 346 avant Jésus-Christ, il proposa soudain la négociation d'un traité avec Athènes. On savait déjà qu'on ne pouvait lui faire confiance, et beaucoup d'hommes de la cité-État s'étaient jurés de ne plus jamais avoir affaire à lui. Mais sans ce traité, c'était la guerre contre la Macédoine, à un moment où Athènes n'était absolument pas prête à faire face à une telle situation. Et Philippe paraissait totalement sincère dans son désir d'une alliance solide qui, au moins, permettrait à Athènes de connaître une période de paix salutaire. Malgré leurs réserves, les Athéniens envoyèrent donc des ambassadeurs en Macédoine pour signer un traité que l'on appela la paix de Philocrate. Athènes abandonnait ses droits sur Amphipolis pour assurer en échange la sécurité de ses derniers avant-postes au nord. Les ambassadeurs partirent satisfaits. Cependant, alors qu'ils faisaient route vers Athènes, ils apprirent que Philippe avait pris les Thermopyles. Sommé de s'expliquer, Philippe répondit qu'il avait agi pour sécuriser ses intérêts dans le centre de la Grèce. Une cité rivale le menaçait provisoirement. Il abandonna rapidement les lieux. Mais les Athéniens en avaient assez. Ils avaient été humiliés. Philippe, sous le couvert de négociations et de traités, avait sans cesse marqué des points. Ce n'était pas un homme d'honneur. Il avait peut-être abandonné les Thermopyles, mais peu importait. Son territoire s'agrandissait en permanence, puis il faisait semblant de se montrer généreux en rendant quelques acquisitions qui finissaient toujours par lui revenir de toute façon. En alliant la guerre et la diplomatie, il avait fait de la Macédoine la puissance dominante de la Grèce. Démosthène et ses disciples prenaient maintenant l'ascendant. La paix de Philocrate était apparemment une erreur. Tous ceux qui y avaient participé furent renvoyés. Les Athéniens se mirent à faire du remue-ménage à l'est d'Amphipolis pour y sécuriser des avant-postes. Évidemment, cela déplut à la Macédoine. En 338 avant Jésus-Christ, ils firent alliance avec Thèbes pour préparer une grande guerre contre Philippe. Les deux alliés rencontrèrent les Macédoniens à la bataille de Chéronée, dans le centre de la Grèce. Philippe vainquit pleinement, notamment grâce à son fils Alexandre. À Athènes, ce fut la panique. Les barbares du nord étaient aux portes de la ville et menaçaient de la réduire en cendres. Mais encore une fois, ils se trompaient. Philippe leur fit une offre de paix plus que généreuse, leur promettant de ne pas envahir les terres athéniennes. En échange, il prendrait les avant-postes qu'ils se disputaient à l'est, et Athènes deviendrait alliée de la Macédoine. Pour preuve, Philippe relâcha ses derniers prisonniers athéniens sans demander la moindre rançon. Il envoya aussi son fils Alexandre à la tête d'une délégation à Athènes afin de rapporter les cendres de tous les soldats athéniens morts à Chéronée. Bouleversés de gratitude, les Athéniens accordèrent la citoyenneté à Alexandre et à son père et dressèrent même une statue de Philippe sur leur agora. Plus tard dans l'année, Philippe convoqua un congrès de toutes les cités-États grecques, à l'exception de Sparte qui refusa d'y participer, pour proposer de s'allier dans ce que l'on appellerait la Ligue hellénistique. Pour la première fois, les cités-États grecques s'unissaient en une seule confédération. Peu après que les termes de l'alliance eurent été fixés, Philippe proposa de partir en guerre contre leurs ennemis de toujours, les Perses. La proposition remporta un franc succès à Athènes en premier lieu. Finalement, tout le monde avait oublié à quel point Philippe avait été déloyal. On ne se souvenait que de sa générosité.
En 336 avant Jésus-Christ, avant le début de la guerre contre la Perse, Philippe fut assassiné. Alexandre devait reprendre la tête de la Ligue et s'en servir pour construire son empire. Athènes resta un allié fidèle de la Macédoine, son gage de stabilité au sein de la Ligue hellénistique. Interprétation. À un certain niveau, la guerre n'est pas bien compliquée. Vous manœuvrez votre armée pour vaincre l'ennemi en tuant ses soldats, en prenant ses terres, ou en vous mettant suffisamment en sécurité pour vous proclamer victorieux. Il faut battre en retraite ici et là, mais votre intention reste d'avancer au maximum. La négociation, elle, est toujours plus délicate. D'un côté, il faut sécuriser ses intérêts existants et les faire fructifier le plus possible. De l'autre, il faut négocier en toute bonne foi et faire des concessions afin de gagner la confiance de l'adversaire. Trouver le parfait équilibre est tout un art, quasiment impossible à atteindre, dans la mesure où l'on ne peut jamais être certain que l'autre est véritablement honnête. Dans cette zone entre guerre et paix, il est difficile de voir clair dans le jeu de l'adversaire. Vous pouvez facilement vous tromper et vous installer dans une situation où vos intérêts ne seront pas défendus. Pour Philippe, la négociation n'était pas distincte de la guerre, elle en était l'extension. La négociation, comme la guerre, font appel à l'art de la manœuvre, à la stratégie et à la tromperie. Elles vous demandent de continuer à avancer comme vous le feriez sur un champ de bataille. C'est cette compréhension profonde de l'art de la négociation qui conduisit Philippe à proposer de laisser Amphipolis indépendante, tout en promettant de la céder plus tard à Athènes, promesse qu'il n'eut jamais l'intention de tenir. Ce signe apparent d'ouverture lui fit gagner, avec la sympathie d'Athènes, le temps qu'il lui fallait. Il neutralisa ces intempestifs athéniens pendant qu'ils se battaient ailleurs. La paix de Philocrate couvrit de la même façon ses mouvements dans le centre du pays et déséquilibra les Athéniens. Il avait décidé que son but ultime était d'unir toute la Grèce et de conduire une croisade contre la Perse. Il choisit Athènes, dotée d'une histoire particulièrement noble, comme centre symbolique de la Ligue hellénistique. Pour s'acheter la loyauté de la cité-État, il négocia des conditions de paix particulièrement généreuses. Philippe de Macédoine ne s'inquiéta jamais de ne pas tenir parole. Pourquoi faudrait-il servilement honorer ses promesses alors qu'il savait que les Athéniens trouveraient toujours un prétexte pour étendre, à ses dépens, leurs avant-postes au nord? La confiance n'est pas une question d'éthique, c'est une manœuvre de plus. Pour Philippe, la confiance et l'amitié étaient des produits en vente. Il les acheta à Athènes plus tard, lorsqu'il fut puissant et qu'il eut enfin des choses à échanger. Comme Philippe, considérez toute situation de négociation mettant en jeu vos intérêts vitaux comme relevant de la pure manœuvre. Lorsque vous gagnez la confiance de quelqu'un, ce n'est pas une question de morale mais de stratégie. Parfois cela vous est indispensable, parfois non. Si tel est leur intérêt, les gens rompront leur parole et trouveront toujours une excuse morale et légale pour s'en justifier, à leurs yeux comme aux yeux des autres. Comme dans une bataille, placez-vous toujours en position de force lorsque vous négociez. Si vous êtes faible, usez des négociations pour gagner du temps, pour retarder le combat jusqu'à ce que vous soyez prêt. Montrez-vous conciliant, non pour le plaisir d'être gentil, mais dans le cadre d'une stratégie. Une fois en position de force, prenez autant que vous pouvez, avant et pendant les négociations. Il sera toujours temps plus tard de rendre quelques parcelles de ce que vous aurez pris. Jouez les grands seigneurs. Ne vous inquiétez ni de votre réputation, ni du fait de briser la confiance d'autrui. Vous verrez, c'est incroyable à quel point les gens oublient vos promesses non tenues quand vous êtes en position de force, capable d'offrir des choses qui servent leurs intérêts. Un prince bien avisé ne doit point accomplir sa promesse lorsque cet accomplissement lui serait nuisible.
et que les raisons qui l'ont déterminé à promettre n'existent plus. Tel est le précepte à donner. Il ne serait pas bon sans doute si les hommes étaient tous gens de bien. Mais comme ils sont méchants, et qu'assurément ils ne vous tiendraient point leur parole, pourquoi devriez-vous leur tenir la vôtre? Et d'ailleurs, un prince peut-il manquer de raisons légitimes pour justifier l'inexécution de ce qu'il a promis? Nicolas Machiavel, 1469-1527, Le Prince. Du jade contre du verre teinté. Au début de l'année 1821, le ministre des Affaires étrangères russe, Capodistria, reçut enfin la nouvelle qu'il attendait depuis longtemps. Un groupuscule de patriotes grecs commençait à se rebeller contre les Turcs, la Grèce appartenait alors à l'Empire ottoman, afin de les mettre à la porte pour établir un gouvernement libéral. Distria, aristocrate grec, rêvait depuis longtemps d'impliquer la Russie dans les affaires grecques. La Russie était alors une puissance militaire grandissante. Si elle soutenait la révolution et que les rebelles l'emportaient, elle gagnerait de l'influence sur la Grèce indépendante, et donc sur ses ports et sa marine. Les Russes se considéraient aussi comme protecteurs de l'Église grecque orthodoxe, car le tsar Alexandre Ier était un homme très pieux. Une croisade contre les Turcs musulmans satisfaisait sa conscience morale autant que les intérêts politiques russes. C'était trop beau pour être vrai. Un seul obstacle s'opposait à la manœuvre de Distria. Le prince Clemens von Metternich, ministre des Affaires étrangères autrichien. Quelques années auparavant, Metternich avait instauré une alliance entre l'Autriche, la Prusse et la Russie. C'était la Sainte Alliance. Son but était de protéger les gouvernements de ces nations de la menace révolutionnaire et de maintenir la paix en Europe après la tornade des guerres napoléoniennes. Metternich s'était lié d'amitié avec Alexandre Ier. En observant l'évolution des relations entre la Russie et la Grèce, il avait envoyé au tsar des dizaines de rapports expliquant que cette révolution appartenait à une conspiration d'échelle européenne qui visait à se débarrasser de toutes les monarchies du continent. Si Alexandre soutenait la révolution grecque, il servirait les révolutionnaires et violerait la Sainte Alliance. Distria n'était pas un idiot. Il savait que Metternich voulait en réalité empêcher la Russie d'étendre son influence sur la Méditerranée, ce qui dérangerait l'Angleterre et déstabiliserait l'Europe, la pire crainte de Metternich. Pour Distria, la situation était simple. Metternich et lui étaient en compétition pour gagner de l'influence sur le tsar. Distria avait l'avantage. Il voyait souvent le dirigeant russe et pouvait, en étant constamment à ses côtés, contrebalancer les arguments de Metternich. Comme prévu, les Turcs intervinrent pour réprimer la rébellion grecque. Ils perpétrèrent de telles atrocités contre les Grecs qu'il semblait quasiment certain que le tsar interviendrait. Mais en février 1822, alors que la révolution était à son comble, le tsar commit ce qui était, aux yeux de Distria, une erreur fatale. Il accepta d'envoyer à Vienne un émissaire pour discuter de la crise avec Metternich. Le prince était particulièrement doué pour attirer les négociateurs jusqu'à Vienne, où il finissait toujours par les charmer et les convaincre. Distria sentait la situation lui échapper. Il n'avait plus qu'une option, choisir l'émissaire qui partirait à Vienne et lui donner des instructions très précises. Distria choisit un homme appelé Tatishev, qui avait été ambassadeur de Russie en Espagne. C'était un négociateur habile et expérimenté. Peu avant de partir, il fut convoqué en réunion et écouta attentivement les dangers que Distria lui prédit. Metternich essaierait de le charmer et de le séduire. Pour empêcher que le tsar n'intervienne, il proposerait de négocier un accord entre les Russes et les Turcs. Et bien sûr, il convoquerait une conférence européenne pour discuter de la question. Cette astuce était la préférée de Metternich. Il arrivait toujours à dominer ses conférences et à en tirer ce qu'il voulait. Tatishev ne devait surtout pas succomber à son charme.
Il devait remettre à Metternich une note de Distria qui expliquait que la Russie était en droit de voler au secours de chrétiens livrés aux Turcs. À aucun prix, il ne fallait accepter que la Russie participe à la conférence. La veille de son départ pour Vienne, Tatychev fut surpris que le tsar lui-même le fasse convoquer. Alexandre se montra nerveux et contradictoire. Ignorant les instructions de Distria, il ordonna à Tatychev de dire à Metternich qu'il souhaitait se conformer aux exigences de l'Alliance, tout en remplissant ses obligations morales à l'égard de la Grèce. Tatychev décida qu'il retarderait au maximum le moment de délivrer ce message. Cela rendrait son travail beaucoup trop confus. Lors de sa première réunion avec Metternich à Vienne, Tatychev put prendre la mesure du ministre autrichien. Il se fit de lui l'image de quelqu'un d'artificiel, apparemment plus intéressé par les bals costumés et les jeunes viennoises que par la question grecque. Metternich semblait distrait et mal informé. Le peu qu'il paraissait savoir au sujet de la situation en Grèce trahissait une certaine confusion. Tatychev lui lut la note de Distria qui lui était destinée. Metternich lui demanda comme ça en passant s'il avait aussi les instructions du tsar. Pris au dépourvu, Tatychev ne put mentir. Son seul espoir était maintenant que les instructions plutôt contradictoires du souverain russe laisseraient le prince perplexe et Tatychev avec un train d'avance. Les jours suivants, Tatychev se délecta des plaisirs qu'offrait la belle ville de Vienne. Puis il eut un autre rendez-vous avec Metternich, qui lui demanda s'il pouvait commencer les négociations basées sur les instructions du tsar. Avant que Tatychev n'ait eu le temps de réfléchir, Metternich lui demanda également quelles étaient les exigences de la Russie. Cela semblait honnête, et Tatychev répondit que les Russes voulaient faire de la Grèce un protectorat afin d'obtenir l'approbation de l'Alliance pour y intervenir. Metternich s'opposa à chaque proposition, répliquant que son gouvernement n'accepterait jamais cela. Tatychev lui demanda de suggérer des alternatives. Metternich se lança alors dans une discussion très théorique sur la Révolution, l'importance de la Sainte Alliance. Il digressait sans fin. Tatychev resta perplexe et pour le moins contrarié. Il avait voulu s'approprier une position, mais ces discussions étaient trop informelles, désordonnées. Perdu, il n'avait pas su les diriger dans la direction qu'il souhaitait. Quelques jours plus tard, Metternich rappela Tatychev. Il avait l'air mal à l'aise, presque blessé. Les Turcs, dit-il, venaient de lui envoyer un message protestant du fait que les Russes avaient semé le trouble en Grèce. Il lui demandait d'informer le tsar de leur détermination à se battre jusqu'à la mort pour garder ce qui leur appartenait. Sur un ton très solennel, il sous-entendit qu'il était mécontent du manque de diplomatie des Turcs. Il déclara que ce n'était pas le rôle de son pays de transmettre ce triste message au tsar. Il ajouta que l'Autriche considérait la Russie comme son allié la plus sûre et la soutiendrait pour résoudre cette crise. Enfin, si les Turcs refusaient de céder, l'Autriche romprait ses relations avec eux. Tatychev fut ému par cette démonstration soudaine de solidarité. Finalement, les Russes s'étaient peut-être trompés sur le prince. Peut-être étaient-ils vraiment de leur côté. Craignant que Distria ne s'y méprenne, Tatychev ne rapporta cette discussion qu'au tsar. Quelques jours plus tard, Alexandre répondit que désormais, Tatychev ne devait s'en remettre qu'à lui. Distria était exclu des négociations. Le rythme des réunions avec Metternich s'accéléra soudain. Les deux hommes ne discutaient que des solutions diplomatiques à la crise. Il ne fut plus question du droit de la Russie à intervenir militairement en Grèce. Enfin, Metternich invita le tsar à participer à une conférence sur la question de Vérone, en Italie, quelques mois plus tard. Là, la Russie pourrait mener le débat sur la meilleure façon de régler la question. Elle serait au centre de l'attention et toute l'Europe rendrait hommage au tsar, faisant de lui le sauveur qui leur avait épargné la révolution. Le tsar accepta avec enthousiasme.
De retour à Saint-Pétersbourg, Distria, en rage, vitupéra auprès de qui voulait l'entendre. Mais peu après le retour de Tatischev au pays, le ministre des Affaires étrangères fut remercié pour de bon. À la conférence sur Vérone, comme prévu, la crise en Grèce fut résolue en des termes qui ne servaient que les intérêts autrichiens, comme il l'avait prédit. Le tsar était la vedette de l'événement, mais apparemment il ne se soucia pas, ou n'avait pas remarqué le fait, qu'il avait signé là des documents empêchant complètement la Russie d'intervenir de façon unilatérale dans les Balkans. La Russie concédait donc un droit auquel tous les dirigeants russes s'étaient attachés depuis Pierre le Grand. Metternich avait gagné contre Distria d'une façon encore plus éclatante que tout ce que l'ancien ministre avait pu imaginer. Interprétation. Le but de Metternich avait toujours été d'obtenir un accord qui servirait avant tout les intérêts à long terme de l'Autriche. Selon lui, ces intérêts ne concernaient pas seulement l'intervention de la Russie en Grèce, mais aussi l'interdiction permanente et définitive d'envoyer des troupes dans les Balkans, source d'instabilité profonde en Europe. Metternich étudia les forces relatives des deux côtés. Quelle prise avait-il sur la Russie? Elle était très faible. En vérité, il n'était pas en position de force. Mais il avait un atout. Ses longues années d'étude de la personnalité étrange du tsar. Alexandre était un homme émotif, qui ne réagissait qu'en état d'exaltation. Là, tout était alors prétexte à la croisade. Ainsi, au début de la crise, Metternich instilla l'idée que cette fois, la vraie croisade n'était pas celle des chrétiens contre les Turcs, mais des monarchies contre la Révolution. Metternich avait aussi compris que Distria était son principal ennemi et qu'il faudrait creuser un fossé entre celui-ci et le tsar. Il demanda donc qu'on lui envoie un émissaire à Vienne. Dans les négociations en tête-à-tête, Metternich était quasiment imbattable. Avec Tatischev, comme avec tant d'autres, il commença par apaiser les soupçons de son adversaire en jouant le dandy, l'aristocrate fin de race un peu superficiel. Puis il démarra les négociations et les fit dériver vers des discussions abstraites, juridiques. Cela lui donnait l'air encore plus stupide, confondait et irritait l'émissaire russe. Un négociateur agacé et qui n'a pas les idées claires tend à commettre des erreurs, comme de trop révéler son but, ce qui était fatal. Il était aussi plus facilement séduit par de grandes démonstrations d'amitié. Dans ce cas, Metternich se servit du message turc pour en faire une petite tragédie qui devait révéler sa plus grande sympathie pour l'adversaire. Cela finit de séduire Tatischev et, à travers lui, le tsar. À partir de là, ce fut un jeu d'enfant d'orienter les négociations comme bon lui semblait. L'idée d'une conférence où le tsar serait à l'honneur était évidemment très alléchante et semblait offrir une chance à la Russie de gagner plus d'influence dans les affaires européennes, ainsi qu'Alexandre en rêvait depuis longtemps. Dans les faits, le résultat en fut l'exact opposé. Alexandre finit par signer un document qui coupait complètement la Russie des Balkans, ce qui était le but de Metternich depuis le début. Il savait à quel point les gens sont facilement séduits par les apparences. Le ministre autrichien donna au tsar une apparence de pouvoir, il était le centre de l'attention à la conférence, pendant que lui-même conservait les rênes. Le document était signé. C'est ce que les Chinois appellent « donner à quelqu'un du verre teinté en échange de jade ». Comme Metternich le prouva souvent, le succès d'une négociation dépend de votre degré de préparation. Si vous arrivez avec une idée vague de ce que vous voulez, vous vous retrouvez à changer maintes fois de position selon ce que l'autre partie propose. Vous finissez par dériver vers une issue qui vous semble convenable, mais qui, au final, ne sert pas vos intérêts. À moins d'analyser attentivement les leviers dont vous disposez, vos manœuvres risquent fort d'être contre-productives. Avant tout,
Il faut ancrer profondément ses positions et ses idées en déterminant sur le long terme des buts précis et des moyens pour les atteindre. Cette clarté vous permettra de garder votre patience et votre calme. Vous pourrez ainsi faire des concessions sans importance, qui vous donneront l'air généreux sans vous coûter trop cher, ni mettre en péril vos ultimes objectifs. Avant que les négociations ne commencent, étudiez attentivement l'adversaire. Découvrez ses faiblesses et ses désirs inassouvis, c'est un autre moyen de pression. Vous pourrez en jouer pour le déstabiliser, l'agacer, le séduire. Lorsque c'est possible, jouez à l'idiot. Moins les gens vous comprennent et savent où vous allez, plus vous avez de marge pour manœuvrer et les coincer. Chacun veut quelque chose sans avoir la moindre idée de la façon de l'obtenir. Le côté vraiment étrange de la situation, c'est que personne ne sait vraiment comment s'y prendre pour combler ses désirs. Mais comme je sais ce que je veux, moi, et que je sais ce dont les autres sont capables, je suis prêt à toute éventualité. Prince Clemens von Metternich, 1773-1859. Les clés de la guerre. Le conflit et la confrontation sont en général des moments désagréables qui font remonter des émotions que l'on préférerait oublier. Pour s'épargner un tel déplaisir, les gens essaient de se montrer doux et conciliants avec leur entourage en espérant que cela suscitera le même comportement chez l'autre. Mais l'expérience prouve trop souvent que cette logique est fausse. À force, les personnes que vous traitez avec douceur ne vous respectent plus. À leurs yeux, vous devenez faible et exploitable. Ce n'est pas en se montrant généreux que l'on gagne la gratitude d'autrui. Bien au contraire. Soit vous faites de l'autre un enfant gâté, soit il vous en veut parce que, vexé, il perçoit votre comportement comme de la simple charité. Ceux qui croient, contre toute évidence, que la gentillesse attire en retour la gentillesse, sont voués à l'échec dans toutes les négociations, et bien sûr dans le grand jeu de la vie. Les gens ne répondent gentiment et ne se montrent conciliants que lorsque c'est dans leur intérêt, ou qu'ils y sont obligés. Votre but est justement de les y obliger en rendant tout combat impossible. Si vous relâchez la pression et vous montrez conciliant pour gagner leur confiance, ce n'est qu'une occasion pour eux de tergiverser, de vous tromper et de tirer avantage de votre bonne volonté. Telle est la nature humaine. Au cours des siècles, ceux qui ont combattu ont payé cher pour l'apprendre. Lorsque les nations violent ce principe, le résultat en est souvent tragique. En juin 1951, par exemple, les militaires américains interrompirent une offensive extrêmement efficace contre l'armée chinoise de libération du peuple en Corée, parce que les Chinois et les Nord-Coréens s'étaient dit prêts à négocier. Mais ils firent traîner les discussions assez longtemps pour récupérer et solidifier leur défense. Lorsque les négociations échouèrent et que la guerre reprit, les Américains ne purent que constater qu'ils avaient perdu l'avantage sur le terrain. Ce fut le même schéma lors de la guerre du Vietnam et, dans une certaine mesure, lors de la guerre du Golfe en 1991. Les Américains agirent avec la volonté de minimiser les pertes, mais aussi pour être considérés comme les sauveurs, les plus conciliants. Mais ils n'avaient pas compris que l'ennemi ne tenait plus à négocier en toute bonne foi depuis belle lurette. Si l'on se montre conciliant pour sauver des vies, on aboutit à des guerres beaucoup plus longues, plus sanglantes, plus tragiques. Si les États-Unis avaient continué à avancer en Corée en 1951, ils auraient obligé les Coréens comme les Chinois à négocier selon leurs propres conditions. S'ils avaient poursuivi les bombardements au Vietnam, ils auraient pu forcer les Nord-Vietnamiens à négocier au lieu de tergiverser. S'ils avaient continué leur marche sur Bagdad en 1991, ils auraient obligé Saddam Hussein à négocier la paix, auraient évité la guerre à venir et sauvé d'innombrables vies. La leçon est simple. En continuant à avancer, en maintenant la pression, vous forcez l'ennemi à répondre et à négocier. Si vous avancez un peu plus chaque jour,
Toute tentative de l'ennemi pour reporter les négociations ne fera que l'affaiblir. Vous faites preuve de fermeté et de détermination, non pas par des gestes symboliques, mais en frappant vraiment et fort. Vous ne continuez pas à avancer dans le but de gagner du terrain ou des biens, mais pour vous mettre en position de force et remporter la guerre. Une fois que vous avez poussé l'ennemi à négocier, vous avez la possibilité de faire quelques concessions et de lui rendre un peu de ce que vous avez appris. Alors seulement, vous pouvez vous permettre d'être généreux et conciliant. Dans la vie, vous vous retrouverez parfois en position de faiblesse, sans aucun moyen de pression. Il est alors encore plus important de continuer à avancer. En faisant preuve de force et de résolution, en maintenant la pression, vous cachez vos faiblesses et gagnez de l'assurance. En juin 1940, peu après que la Blitzkrieg allemande eut détruit la défense française et que le gouvernement se fut rendu, le général Charles de Gaulle s'enfuit en Angleterre. Il espérait s'y installer en tant que dirigeant de la France libre, gouvernement légitime en exil, en opposition avec le gouvernement de Vichy dominé par les Allemands qui tenaient la plus grande partie du pays. La balance ne paraissait guère pencher en faveur de Gaulle. Il n'était pas encore l'homme influent qu'il deviendra. Beaucoup de militaires et de politiciens plus connus que lui auraient pu réclamer ce rôle. Il n'avait aucun moyen de pression pour obliger les Alliés à le reconnaître en tant que dirigeant de la France libre. Sans cette reconnaissance, il n'avait aucun pouvoir. Dès le début, De Gaulle avait décidé d'ignorer cela et de se présenter comme le seul et unique capable de sauver la France après cette honteuse capitulation. À travers les ondes radio, il diffusa en France des discours enflammés. Il alla en Angleterre et aux États-Unis, se présentant comme la nouvelle Jeanne d'Arc. Il se fit des contacts indispensables au sein de la résistance française. Winston Churchill l'admirait, mais était souvent exaspéré par son arrogance. Franklin Roosevelt le méprisait. Plusieurs fois, les deux dirigeants tentèrent de le persuader d'accepter de partager le contrôle de la France libre. Sa réponse était toujours la même. Jamais. Il refusait d'accepter quoi que ce soit d'autre qu'un gouvernement unique. Lors des négociations, il n'hésitait pas à se montrer grossier, au point de quitter la table régulièrement afin de bien montrer que pour lui, c'était tout ou rien. Churchill et Roosevelt maudirent De Gaulle le jour où il l'avait laissé prendre une telle position. Ils évoquèrent même l'idée de le rétrograder et de le forcer à quitter les négociations. Mais il reculait toujours et finissait systématiquement par lui donner ce qu'il voulait. Il n'osait risquer un scandale public en des temps où cela desservirait beaucoup trop leurs relations avec le gouvernement souterrain français. Cela reviendrait à rétrograder un homme que l'opinion publique commençait à vénérer. Comprenez bien. Si vous êtes faible et demandez peu, vous n'obtiendrez que peu. Mais si vous vous montrez ferme, fort, que vous faites des demandes considérables, vous donnerez l'impression inverse. Les gens ne pourront s'empêcher de penser que cette confiance est basée sur une réalité. Vous gagnerez le respect des autres. C'est un moyen de pression. Une fois que vous êtes capable de vous établir en position de force, vous pouvez aller plus loin en refusant le compromis, en montrant que vous êtes tout à fait capable de quitter la table des négociations, ce qui est une forme efficace de coercition. L'adversaire se dira que vous bluffez, mais assurez-le qu'il y aura un prix à payer. De la mauvaise publicité, par exemple. Et si, au final, vous effectuez quelques compromis, ce sera toujours beaucoup moins que ce à quoi il vous aurait forcé s'il avait pu. Le grand diplomate et écrivain anglais Harold Nicolson considérait qu'il existe deux types de négociateurs, les guerriers et les commerçants. Les guerriers se servent des négociations pour gagner du temps et raffermir leur position. Les commerçants partent du principe qu'il est plus important d'établir la confiance, de modérer les requêtes de chacun afin de parvenir à un accord satisfaisant.
En diplomatie ou en affaires, les problèmes commencent lorsque les commerçants sont sûrs de traiter avec un commerçant alors qu'ils sont face à un guerrier. Il est très utile de savoir dès le départ à quel type de négociateur vous avez affaire. Ce n'est pas chose aisée. Les bons guerriers savent se déguiser. Au premier abord, ils paraissent sincères, chaleureux. Ce n'est qu'après qu'ils révèlent leur nature guerrière, lorsqu'il est trop tard. Dans un conflit avec un ennemi que vous connaissez mal, il est toujours préférable de se protéger en étant soi-même le guerrier. Négocier en continuant d'avancer. Il sera toujours temps plus tard de reculer un peu et d'arranger les choses si vous êtes allé trop loin. Mais si vous devenez la proie du guerrier, vous serez incapable de récupérer quoi que ce soit. Dans un monde où les guerriers sont de plus en plus nombreux, il faut savoir dégainer son sabre, même si cela n'est pas dans votre nature. Image, le bâton. Vous êtes poli, civilisé, mais l'adversaire voit parfaitement que vous avez une arme dans les mains. Inutile de lui faire ressentir le coup. Il sait que le bâton est là, prêt à s'abattre sur les têtes qui dépassent, que vous vous en êtes déjà servi et que ça fait mal. Mieux vaut argumenter et négocier un accord, quel qu'en soit le prix, que de prendre un coup. Autorité. Ne nous considérons jamais comme vainqueurs avant le lendemain de la bataille, ni comme vaincus jusqu'à 4 jours après. Tenons toujours le sabre d'une main et le rameau d'olivier de l'autre. Soyons toujours prêts à négocier, mais sans cesser d'avancer. Prince Clemens von Metternich, 1773-1859. A contrario. Comme à la guerre, ne vous laissez pas emporter en cours de négociation. Il existe un grand danger à avancer trop loin, à trop prendre, au point de se créer un ennemi amer qui voudra se venger. Ce fut le cas avec les Alliés lors de la Première Guerre mondiale. Ils imposèrent de telles conditions en négociant la paix avec les Allemands qu'ils posèrent eux-mêmes les bases de la Seconde Guerre mondiale. Un siècle plus tôt, à l'inverse, lorsque Metternich négocia, il avait en tête le but de ne pas frustrer l'ennemi. Dans toute négociation, votre objectif n'est jamais de satisfaire votre avidité propre ni de punir l'ennemi. Il s'agit de sécuriser vos intérêts. Sur le long terme, un accord punitif ne servira qu'à vous mettre en danger.